Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 28 avril. Un des deux otages français libérés en Afghanistan après 24 jours de détention. La ressortissante française bouleversée et très fatiguée a retrouvé la liberté. Les talibans retiennent toujours un Français et 3 Afghans dans cette affaire. Le débat a eu lieu. Ségolène Royal et François Bayrou ont assumé leur désaccord sur l'économie. Pas de ralliement annoncé. De son côté, Nicolas Sarkozy s'est dit indifférent à cet entretien et s'est affiché à Valenciennes aux côtés de Jean-Louis Borloo. L'Europe bat des records de température, du soleil et un manque d'eau déjà préoccupant. En ce mois d'avril, nous verrons qu'en France, la sécheresse inquiète les agriculteurs. C'est le piège ultime pour les automobilistes. On connaissait l'Internet, Wi-Fi, voici le radar haute définition. Il est en service actuellement sur les routes de la région nantaise. Le bio séduit toujours de plus en plus de Français. Certains délaissent même les supermarchés pour la livraison à domicile de paniers en provenance directe de la ferme. Nous parlerons commerce équitable. Elle s'appelle Céline et elle est libre. Cela faisait 3 semaines qu'elle était aux mains des talibans en Afghanistan. Elle est apparue devant les caméras en fin d'après-midi à l'ambassade de France de Kaboul, bouleversée, fatiguée et lançant un appel à ses ravisseurs pour la libération de ses codétenus. Zindit Boudaoud et Mark Loganen. L'ex-otage est libre, mais pas complètement. La jeune humanitaire a laissé derrière elle son collègue de terre d'enfance Eric et leurs 3 collaborateurs afghans, toujours entre les mains de leurs ravisseurs. C'est d'abord dire merci à tous ceux qui m'ont aidé, en France comme en Afghanistan. Je voudrais remercier les talibans qui ont tenu leurs promesses et qui m'ont rendu à mes parents. Je voudrais leur demander d'avoir pitié au nom de leur Dieu, d'Eric, d'Asra, d'Achim et de Rassoul. Eric est venu comme moi, en Afghanistan, comme ami. Mais cette conférence de presse à l'ambassade de France à Kaboul n'est-elle pas imposée par les talibans? C'est une épreuve de plus pour Céline qui doit lire un message. Avant d'être libérée, ils m'ont donné une lettre. J'aimerais vous en lire quelques lignes. Céline, the leadership. Dans cette lettre, les talibans expliquent avoir libéré la jeune humanitaire pour montrer qu'ils traitent bien les femmes. Ils exigent toujours le retrait des soldats français de leur pays et la libération de prisonniers talibans. L'ultimatum concernant les autres otages a été repoussé d'1 semaine. La diplomatie française demeure très discrète dans cette affaire, mais affirme travailler avec détermination à la libération de l'autre Français Eric et des 3 accompagnateurs afghans, enlevés en même temps que Céline le 3 avril dernier. On l'a compris, l'un des enjeux de ce dossier reste la présence française sur le sol afghan. On va essayer d'y voir plus clair et pour bien comprendre, il faut tout d'abord revenir sur les raisons qui ont poussé la France à envoyer 1 millier de soldats dans la région de Kaboul. Explication, Richard Binet. Lorsqu'en janvier 2002, les premiers soldats français débarquent sur la base militaire de Bagram, au nord de Kaboul, ils ne sont qu'une 50aine. Avec 37 autres contingents étrangers, ils forment les premiers éléments de l'ISAF, une force de sécurité internationale voulue et mandatée par l'ONU après la guerre. 5 ans plus tard, 1000 soldats français restent déployés dans le pays. Leur rôle, sécuriser la capitale, bloquer les infiltrations de talibans venus du Pakistan comme ici, dans ce nid d'aigle, à 100 km à l'est de Kaboul, participer à la formation de la nouvelle armée afghane, forte aujourd'hui de 36 000 hommes. En revanche, les 200 commandos d'élite des forces spéciales françaises qui opéraient sous commandement américain dans le sud du pays se sont retirés début 2007. Il ne s'agit certainement pas d'un désengagement de la France, il s'agit simplement de prendre acte du fait que nous sommes là depuis maintenant 5 ans, ou pratiquement 5 ans, et que même pour les populations, il est très important de montrer que l'armée afghane est en train de monter en puissance. Mais depuis, l'insécurité a grandi. 4 attentats le mois dernier au cœur de la capitale afghane, conjugués à l'enlèvement des 2 volontaires français, ont relancé le débat. Faut-il rester en Afghanistan ? Hier, Philippe Douste-Blazy, relayant Nicolas Sarkozy, affirmait que la France n'avait pas vocation à occuper un pays à long terme. Propos de campagne ou réelle volonté politique, seul le président Jacques Chirac pourrait décider en tant que chef des armées d'un éventuel retrait, et il ne s'est pas encore exprimé.
Les forces de l'OTAN qui sont intervenues cette nuit en Afghanistan, dans la province de Khost, des hélicoptères américains ont répondu à une attaque des talibans. Bilan 13 morts parmi les milices islamistes. 37 pays participent à cette force de sécurité, parmi eux donc les Américains. L'enjeu pour eux est de taille dans cette zone, région où se concentrent l'Irak, l'Iran et l'Afghanistan. Les Américains qui disposent d'un porte-avions situé en mer d'Oman, le Stennis, capable de frapper sur le sol afghan. Nos équipes ont pu se rendre à bord. Reportage Dorothée Cochard et Frédéric Beaune. 67 avions à bord du Stennis, 67 sorties par jour. Ce matin, les Américains arment leurs avions, des bombes destinées aux talibans en cas d'attaque contre des troupes alliées. Les mêmes d'ailleurs que celles utilisées par les Rafales du Charles de Gaulle. Sauf que les Français rechignent à les montrer, tandis que les Américains non seulement les montrent, mais en parlent volontiers. Nous avons des armes de haute précision qui sont guidées par laser. Techniquement, nous utilisons des capteurs infrarouges situés dans l'appareil afin de désigner la cible et la bombe est lancée sur le point marqué par le laser. La première mission des forces aériennes, ce n'est pas de bombarder, c'est de dissuader les talibans de passer à l'attaque. Mais les talibans sont-ils les seuls ennemis que les Américains veulent impressionner? Concrètement, les avions, quand ils quittent le Stennis, longent la frontière iranienne avant de gagner le sud de l'Afghanistan. Et certains y voient une pression exercée sur l'Iran. D'autant qu'un deuxième porte-avions, le Nimitz, évolue non loin de là dans le golfe arabo-persique pour des missions menées en Irak. Quand les gens pensent au Moyen-Orient, ils pensent parfois à une petite superficie. Mais en réalité, c'est très vaste. La plupart des spécialistes militaires considèrent que 2 porte-avions ici sur cette zone, c'est un de plus qu'il ne faut. Cela n'aura évidemment échappé à aucun des pays de la région et particulièrement pas à l'Iran. En termes diplomatiques comme en termes militaires, cela s'appelle de la dissuasion. Et c'est proche de la frontière afghane, justement au Pakistan, dans la région du Peshawar, où de nombreux talibans ont pris l'habitude de se réfugier, qu'une bombe de forte puissance a explosé, faisant 20 morts, en pleine réunion du ministre de l'Intérieur pakistanais, qui a lui-même été blessé. En France, la page politique, à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle, ils se sont donc rencontrés devant les caméras de télévision. Ségolène Royal et François Bayrou ont dialogué durant 1h30, rejetant tous les deux tout ralliement, à retenir quelques points de convergence, mais également un profond désaccord sur les questions économiques. Reportage Alexandre Cara et Chloé Lecomte. Cohue médiatique devant ce palace parisien. Pas de vedette du showbiz, mais la politique en vedette. François Bayrou puis Ségolène Royal pour un débat que l'un et l'autre qualifient d'historique. J'attends que les Français se rendent compte qu'on peut dialoguer au-delà des frontières politiques. C'est une démarche nouvelle, inédite, c'est la rénovation de la vie politique qui est en mouvement. Poignée de main symbolique entre la deuxième et le troisième du premier tour et sans attendre, l'ambiguïté est levée. Si j'étais ici pour me rallier à Ségolène Royal, à l'instant même je briserais cet élan que j'ai essayé de créer. Un débat pour mettre en lumière les convergences comme l'État impartial ou la réforme des institutions. Dans toutes les démocraties du monde, vous avez une représentation au Parlement de grands courants d'opinion qui permettent de faire entendre aux gouvernants la voix du peuple. Je suis d'accord lorsque François Bayrou dit qu'il n'est plus possible qu'un seul parti politique contrôle la totalité des institutions d'un pays. En revanche, sur l'économie, la passe d'armes est feutrée, mais l'opposition bien réelle. Vous en revenez, à mon sens, trop souvent à l'idée que l'État peut faire les choses à la place de la société. Même si je comprends bien que politiquement, ça soit toujours agréable de rejeter la gauche vers l'étatisme. Mais c'est précisément tout le contraire que je propose. Sur les retraites, Ségolène Royal et François Bayrou s'opposent sur les régimes spéciaux, mais sur l'augmentation des petites retraites, c'est l'accord parfait. Sur ce point, je serai plus dépensier que vous. Alors nous dépenserons ensemble là où c'est nécessaire. C'est parfait. Et quand un journaliste évoque une possible cohabitation entre la socialiste et le centriste... Il s'appelle François, mais n'exagérons rien. Un débat tout bénéfice pour François Bayrou à la recherche d'une tribune dans l'entre-deux tours. Pour Ségolène Royal, il faudra attendre pour savoir si elle a réussi son pari, séduire l'électorat centriste. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy poursuivait sa campagne, affirmant ne pas être intéressé par ce débat. Il a pris la direction de Valenciennes, aux côtés de Jean-Louis Borloo. Une journée placée sous le signe du social dans la région Nord-Pas-de-Calais. Reportage Alix Bouillaguet et Lionel Langlade.
Dans le tramway de Valenciennes, 2 passagers pas tout à fait comme les autres. Ce matin, au moment où Ségolène Royal débattait avec François Bayrou, Nicolas Sarkozy était lui avec Jean-Louis Borloo. Jean-Louis et moi on est amis, on a travaillé ensemble depuis 5 ans. Je dirais que on a le même style dans nos différences un peu atypiques. Et puis qu'est-ce qu'on veut? On veut aller au peuple. Moi je veux être le candidat du peuple français. Bon, eux, je pense que dans un grand hôtel parisien, ils vont discuter boutique et partie. Voilà, moi je suis au milieu des Français, c'est exactement ce que je veux. Et son terrain favori depuis le début de la campagne, ce sont les usines, à ses yeux largement désertées par les socialistes. Nicolas Sarkozy, décidément très intéressé par les voies ouvrières. Vous avez dit travailler plus pour gagner plus. Vous savez qu'ici à Vallourec-Saint-Saulve, nous faisons 6 matins, 6 après-midi, 5 nuits. C'est quand qu'on va travailler plus? Face aux ouvriers, Nicolas Sarkozy tente de convaincre. Délocalisation, pouvoir d'achat, il déballe son programme et met un nouveau coup de griffe. Je veux votre confiance. Je veux être le candidat du peuple français. Moi, il y en a d'autres qui sont dans un grand hôtel à bavasser ensemble. Moi, mon hôtel, c'est l'usine ici. Avec Jean-Louis. Je vous promets, c'est un engagement, qu'à la fin de mon quinquennat, si vous me faites confiance, il y aura 5% de chômeurs, c'est-à-dire le plein emploi. Très sollicité par Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, Premier ministrable possible. Il vous a beaucoup cité en disant avec Jean-Louis, après on va faire. Oui. Ça veut dire qu'il y a un après. Écoutez, on verra, c'est les Français qui décident. À une semaine du second tour, Jean-Louis Borloo, le décontracté, joue les agents d'ambiance, histoire d'adoucir l'image de Nicolas Sarkozy. Courage, hein. Trop beau, trop chaud, trop sec. À la demande du ministère de l'écologie, plusieurs départements ont pris des mesures de restriction de l'usage de l'eau, notamment dans le bassin parisien, l'Oise, la Seine-et-Marne, l'Essonne ou encore dans la région du Var ou la région lyonnaise. Là-bas, cela fait 3 semaines maintenant que l'on vit un climat estival, du jamais vu pour un mois d'avril, ce qui inquiète de plus en plus les agriculteurs, comme ce céréalier du Rhône qui doit irriguer ses champs plus tôt que prévu. Virginie Fichet et Jean-Claude Martin. Ce champ n'a pas reçu une goutte d'eau depuis 25 jours. Conséquence d'un hiver doux, ces blés sont précoces, mais sans pluie, ils n'ont pas grandi normalement. Ici, vous voyez que le blé est très clairet, et que les feuilles d'en bas sont déjà sèches, sont en train de sécher, alors qu'elles devraient être vertes, capter la photosynthèse, avoir de l'eau si possible, mais elles n'en ont pas. Donc j'estime qu'on a perdu en hauteur de végétation au moins 30 cm. Sans eau, les rendements pourraient chuter de 30 à 50% selon les parcelles. Partout où le réseau d'irrigation le permet, Stéphane Payet et son associé veillent donc au grain. On va apporter 35 mm d'eau, donc ce qui équivaut à une bonne journée de pluie, quoi. Pas trop fort, pas trop normal, quoi. Pour essayer de sauver le blé, quoi. 10 000 à 15 000 euros selon les années, l'arrosage a un coût, mais pour les agriculteurs, c'est le prix à payer pour sauver les récoltes. À ce rythme, ils pourraient moissonner cette année dès la mi-juin. Alors, sur ces 140 hectares, dont 70 irrigués, Stéphane Payet ne guette plus seulement le ciel, il surveille la terre. Et on contrôle l'humidité du sol, la quantité d'eau qui est encore disponible pour la plante. Donc ça nous sert pour déclencher l'irrigation quand il y en a besoin, et pour contrôler la quantité d'eau apportée une fois l'irrigation faite. D'ici une dizaine de jours, les maïs auront à leur tour besoin de beaucoup d'eau, un mois avant les dates habituelles. Pour l'heure, certains champs sont clairsemés, les semis n'ont pas toujours pris dans une terre trop sèche. La sécheresse qui risque à terme de toucher de plus en plus nos nappes phréatiques, un risque réel qui se cumule à une question qui est également d'actualité, celle de la pollution des eaux souterraines. Exemple dans le sud de Paris et dans la Beauce, Antoine Gaveau et Marie Gazot. À première vue, c'est un petit ruisseau qui ne paye pas de mine et pourtant, c'est grâce à lui et à ses semblables que vous buvez tous les jours. Il disparaît dans une nappe phréatique, ici celle de Champigny, au sud de Paris. Ce gouffre va intercepter toutes les eaux de surface et les absorber. Et cette eau va rejoindre la nappe des calcaires de Champigny qui se trouve 30 mètres sous nos pieds. La nappe alimente en eau potable 1 million de franciliens. Mais depuis quelques années, comme dans beaucoup d'endroits en France, il ne pleut plus assez. Peu à peu, les ressources en eau diminuent. Alors la nappe est à 30 mètres 65 de profondeur. Et alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce secteur, le niveau de cette nappe a baissé de 4 mètres en 4 ans. 4 mètres en 4 ans, et malgré les pluies de cet hiver, un niveau toujours au-dessus du seuil d'alerte. Dans le futur, la situation pourrait devenir très problématique.
si la pluviométrie continue à être déficitaire, on aurait de sérieux problèmes sur une partie du territoire. Des forages essentiellement pour l'alimentation en eau potable qui seraient à sec. Autre département, mêmes inquiétudes sur l'avenir de l'eau potable. Mais ici, c'est la pollution qui pose problème. Ne vous fiez pas au charme du lieu, cette rivière est pleine de nitrates et de pesticides. Même chose pour la nappe de Beauce située juste en dessous. Là aussi, le problème est national. Selon une récente étude, une grande moitié de la France, ici en rouge, manquera d'eau de qualité en 2015. En jaune, certaines zones seront même très perturbées. Le grand danger, c'est que les ressources qui vont rester seront des ressources qui seront tellement contaminées qu'on ne pourra plus les utiliser pour faire de l'eau potable. En cause, l'agriculture intensive. En Beauce, elle serait responsable de 90% des pollutions souterraines. En contrepartie, les agriculteurs financent seulement 6% de la préservation de l'eau. Les industriels 13%. Le reste est prélevé sur la facture des consommateurs. Pour l'eau, pas de pollueur-payeur. En attendant, sur Lausanne, mieux vaut se dépêcher d'attraper les poissons. Bientôt peut-être, ils partiront à la recherche d'une eau plus pure. Il est redoutable, mobile et extrêmement précis. Le radar nouveau est arrivé, disposant de 2 caméras équipées comme vos ordinateurs d'un système Wi-Fi. Il ne sera plus placé obligatoirement dans le coffre du break des gendarmes. Découverte et démonstration en Loire-Atlantique. Séverine Lebrun. Voici le radar nouvelle génération. 2 caméras très pratiques pour les 4 voies, haute définition de jour comme de nuit, mais surtout son atout majeur, c'est la technologie Wi-Fi, une liaison sans fil qui permet beaucoup plus de discrétion. Il faut que nous ayons donc une bonne liaison. En général, il faut au maximum 30-40 mètres, pas plus. Quel est l'avantage ? L'avantage en mode débarqué, c'est le véhicule n'est moins visible du bord de la route. Cachés en retrait de la route, les voitures de police sont presque indétectables par les conducteurs. Le radar peut être débarqué et embarqué à n'importe quel moment. Il permet une plus grande souplesse pour les équipes de gendarmerie. Le personnel que je n'utilise pas sur ce type de contrôle de vitesse est utilisé ailleurs pour des patrouilles de surveillance de la circulation. Et ça me permet d'augmenter le nombre, la présence des gendarmes sur le terrain. Testé en ce moment sur les routes de Loire-Atlantique, ce nouveau radar devrait bientôt être généralisé partout en France. Cela faisait 18 ans que la ville d'Avallon, dans l'Yonne, vivait avec ce meurtre inexpliqué. Une jeune fille avait été assassinée, on avait épuisé toutes les pistes, même celles de célèbres tueurs en série. Mais une trace ADN a permis de remonter jusqu'à un suspect en Allemagne, Franck Genozo. 18 ans après les faits, le meurtre de Sylvie Baton est-il sur le point d'être élucidé ? En 1989, cette étudiante de 24 ans est retrouvée morte dans cette maison d'Avallon. Elle a été violée puis étouffée dans sa baignoire. À l'époque, un homme est incarcéré, puis innocenté au bout d'1 an et demi. L'affaire est alors au point mort. Pour la ville d'Avallon, ça a été un traumatisme terrible à ce moment-là. Depuis, la maman et le papa ont toujours cherché à trouver le coupable ou les coupables. 18 ans et 5 juges d'instruction plus tard, la justice décide de réexaminer le dossier. Elle cherche en fait des éléments sur Michel Fourniret, déjà soupçonné de plusieurs meurtres dans la région. De nouvelles analyses sont pratiquées sur un drap et une couverture de la victime. Elles font apparaître un ADN jusque-là inconnu. Celui-ci est alors comparé aux fichiers d'une 40aine de pays, et c'est en Allemagne qu'un nom et un visage vont ressortir. Un Allemand de 49 ans qui purge une peine de prison à vie pour des faits similaires, viol et meurtre. En diffusant sa photo, les enquêteurs espèrent glaner de nouveaux indices. Savoir si cette personne est reconnue par quelqu'un dans la région avallonnaise ou sur le territoire national, vu l'ancienneté des faits. Savoir s'il a été hébergé, côtoyé, employé. Bref, essayer d'établir si ce monsieur, qui bénéficie de la présomption d'innocence, il ne faut pas l'oublier, était susceptible d'être présent sur les lieux en mai 1989 à Avallon. Dans sa prison en Allemagne, le suspect refuse pour l'instant de s'exprimer. La justice française pourrait bientôt lancer un mandat d'arrêt européen afin de l'interroger. Des images du Technival, le festival de musique techno a débuté aujourd'hui à Toul, en Meurthe-et-Moselle, sur une ancienne base aérienne de l'OTAN. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues pour ces 4 jours de fête. Un Technival placé sous haute surveillance avec plus d'1 millier de policiers et de gendarmes mobilisés pour prévenir tout incident.
Économie, il est parfois bien difficile pour les créateurs d'entreprises de trouver une banque qui leur fasse confiance. C'est le cas de cet entrepreneur à l'origine d'un système pourtant très innovant de visioconférence. Confronté à la faillite, il a finalement réussi à trouver un investisseur loin du milieu bancaire. David Boéry et Yann Moine. Une simple connexion Internet, un téléphone et en quelques clics, plusieurs personnes se retrouvent en conférence. Ils peuvent alors travailler ensemble et à distance sur un même document. C'est le nouveau service que propose cette PME de Montpellier. Une idée simple, récompensée par des prix de l'innovation et qui demain pourrait valoir des millions. Mais cette petite entreprise manque aujourd'hui cruellement de moyens pour se développer. La principale difficulté, c'est que nous n'avons pas des fonds pour développer commercialement la société. On a terminé le développement, mais il faut maintenant avoir des clients. On a d'ailleurs réduit le volume du personnel l'an dernier pour se concentrer et on sera en difficulté si on ne trouve pas ces financements. De la difficulté pour aller jusqu'au, bien sûr, à la cessation d'activité. Les effectifs sont passés de 17 à 11 salariés et la trésorerie reste critique. Les dépenses sont encore 2 fois plus importantes que les recettes. Ce chef d'entreprise recherche désespérément des capitaux mais ne trouve pas d'investisseurs. Menacé par la faillite, il est allé jusqu'à rédiger une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle. Depuis 2 ans, il a souvent fait le voyage jusqu'à Paris pour tenter de convaincre, sans succès. Les financiers lui donnent toujours le même argument. À chaque fois, on me répond que mon produit est excellent, que notre équipe est très expérimentée, que notre marché est très en croissance, mais qu'il faut revenir quand on aura 1 à 2 millions de chiffre d'affaires. Investir au départ quand il n'y a pas encore de bénéfices, c'est ce qu'on appelle le capital risque. 600 millions d'euros ont été investis en France en 2006. Mais la profession reconnaît qu'il y a encore trop de freins à l'investissement. Il y a suffisamment de gens qui prennent le risque de créer des entreprises, puisqu'on a eu plus d'1 million d'entreprises qui ont été créées. Mais il n'y a pas suffisamment de gens autour de l'entreprise qui sont prêts à prendre le risque. Un fournisseur auprès d'une petite PME parce qu'il a peur de ne pas être payé. Banquier parce qu'il a peur d'être pas remboursé. Loin des banques, Bernard Brabet a peut-être fini par trouver un investisseur. Ce n'est pas un financier, mais un chef d'entreprise qui travaille aussi dans le secteur des télécoms. Il a été le premier à lui proposer une aide financière pour renflouer sa trésorerie et surtout un coup de pouce pour commercialiser son système de conférence. Alors le résultat de cet entretien, tiré d'affaire? Je pense qu'on est tiré d'affaire, je pense que le résultat est très positif. Si on continue dans la discussion comme ça a commencé, je pense qu'à la fois sur le plan financier, commercial, technique, on a un vrai partenaire, un partenaire chef d'entreprise qui comprend nos problèmes. Un partenaire plutôt qu'un investisseur, avec l'espoir de s'éloigner de la faillite. L'année dernière, près de 25 000 PME ont dû déposer leur bilan. L'appel à la grève le 4 mai de plusieurs syndicats provoque la colère du PDG de la FNAC, Denis Oliven. 300 emplois administratifs doivent être supprimés d'ici 2008. Le président de l'enseigne affirme que des nouveaux emplois sont à venir et que la modernisation en profondeur des magasins passe par là. Il qualifie, je cite, de Jurassique FNAC certains syndicalistes. Cyril Za, Diane Richard. Lisez, il y a une poubelle après. Ils sont libraires, disquaires chez le premier agitateur culturel de France. Ils ont l'habitude de donner leur opinion. Et le plan de reclassement de la direction, c'est l'identité de l'entreprise en danger. L'esprit FNAC, il existe dans la tête des salariés, mais dans la tête de la direction, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, la FNAC, c'est faire des profits au maximum, point à la ligne. La FNAC, c'est l'histoire d'une petite fédération d'adhérents, soucieux d'acheter au meilleur prix pour mettre le meilleur de la culture entre toutes les mains. La recette de ses fondateurs, créer le débat. 1974, le livre est-il trop cher? Mais jamais de la vie. Mais enfin, est-ce que, je regrette, monsieur, je voudrais pouvoir répondre. Est-ce que le livre est fait pour les lecteurs ou est-ce qu'il est fait pour les libraires? Alors voilà, réponse. Écoutez, non mais répondez à cette question. Et tout est dit. Vendre de la culture, mais pas comme ailleurs. C'est ça l'esprit FNAC. Pas seulement un magasin, mais un agitateur culturel dès l'origine. Agitateur culturel, ça voulait dire ces deux choses-là. Ça voulait dire vous faire découvrir la culture autrement, ou les technologies, on continue de le faire. Les innovations technologiques, les créations culturelles. Mais c'était aussi l'engagement citoyen, on continue. Par exemple, on se bat contre l'illettrisme, parce qu'on considère que l'accès à la culture doit être le fait de tout le monde. Avec 15 millions de clients l'an passé, la FNAC fait toujours la course en tête, mais la concurrence est vive. Sur ses talons, la grande distribution, devant elle,
le virage technologique. C'est comme le net, tout ça se cherche. Ça va s'arranger, c'est mondial. Mais le net a changé le visage de l'enseigne. Livres et musiques se vendent de plus en plus sur son site web. Dans les magasins, les nouvelles technologies représentent 60% du chiffre d'affaires. En vendant moins de savoir, la Fnac pourrait bien perdre son âme. Les méthodes de la grande distribution ne sont plus très loin. À l'étranger, l'hommage de la Russie à Mislav Rostropovitch. Son cercueil a été exposé au conservatoire de Moscou. Vladimir Poutine s'est recueilli cet après-midi devant ses dépouilles, comme des milliers d'anonymes. Sophie Jouve, Xavier Luizet. Une vie pour la musique, une vie pour un violoncelle. Dans le conservatoire où il fut étudiant puis professeur, c'est l'un de ses concertos favoris qui résonne. Mstislav Rostropovitch reçoit l'hommage vibrant de tout un pays. Aux côtés de son épouse, la soprano Galina Vishnevskaya, des centaines de moscovites défilent en silence et communient dans la même ferveur. Anonyme ou officiel comme Vladimir Poutine, qui a déposé un bouquet de roses sur son cercueil. À l'extérieur, la foule patiente avant de saluer celui qu'on appelait Slava ou encore l'archer de la liberté. Comment pouvais-je ne pas venir? C'est un grand homme, un grand musicien, un grand défenseur de notre Russie. J'aime Rostropovitch depuis mon enfance. Rostropovitch et sa femme Galina sont les gens les plus éclairés de la Russie. Il nous donnait une telle énergie vitale que nous ne devons pas baisser les bras. Il aimait tellement la vie. Demain matin, la messe sera suivie de l'inhumation au cimetière de Novodevitchi, là où sont enterrés tous les Russes célèbres. Rostropovitch reposera auprès de ses amis compositeurs Tchostakovitch et Prokofiev, dont il fut l'interprète. En attendant, le convoi funéraire vient de quitter le conservatoire pour la cathédrale du Christ Sauveur, où le corps de Rostropovitch sera exposé toute la nuit. Et l'âme russe est définitivement à rude épreuve. En ce moment, à Tallinn, en Estonie, le retrait d'un monument dédié à l'armée rouge a suscité pour le deuxième jour consécutif de nombreux affrontements violents entre jeunes de la minorité russe et les forces de sécurité. Frédéric Crotta. Des scènes de violence comme l'Estonie n'en avait pas connues depuis 1991, date de son indépendance. Le bilan des émeutes de ces dernières 48 heures fait état d'un mort et de près de 80 blessés. Beaucoup de jeunes sous l'emprise de l'alcool parmi les 900 personnes arrêtées. À l'origine de tous ces incidents, le déplacement de cette statue représentant un soldat soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Si pour les Estoniens il s'agit d'un vestige de 50 ans d'occupation, pour les russophones du pays, c'est un hommage aux anciens combattants. Mon père s'est battu pendant la guerre. Il ne fallait pas la retirer, cette statue. Nous, les anciens combattants, ça nous blesse. De nombreux pillages ont été perpétrés dans toute la ville. Et ce qui a surpris certains manifestants, ce sont les brutalités policières. La police a chargé brutalement, sans aucune distinction, y compris contre ceux qui manifestaient avec des enfants tout à fait pacifiquement. À Moscou, une poignée de jeunes Russes, fervent soutien de Vladimir Poutine, a manifesté devant l'ambassade d'Estonie. Vladimir Poutine s'est d'ailleurs plaint de cette situation auprès d'Angela Merkel en visite officielle au Kremlin. L'Allemagne s'est proposée comme médiateur pour calmer le jeu. Depuis 2004, l'Estonie fait partie de l'Union européenne. Surprise ce matin au sud-est de l'Angleterre. Pour la population, un certain nombre d'entre eux ont ressenti une légère secousse sismique, un tremblement de terre de 4,3 sur l'échelle de Richter, notamment dans la région du Kent, à Folkestone ou encore à Douvres. Bilan, un peu d'inquiétude et peu de dégâts, quelques chutes de tuiles et quelques coupures d'électricité. La foire de Paris a ouvert ses portières. Elle joue cette année la carte de la modernité en voulant attirer un public plus jeune. Mais rassurez-vous, la tradition est respectée. Camelot et leurs gouailles sont toujours au rendez-vous. Daniel Wolfram et Jean-Marie Lecartier. Ça c'est génial. La foire de Paris, tout un spectacle. Ta place, sans tasser les vêtements, sans froisser. Où le camelot, le démonstrateur comme on dit aujourd'hui, tire les ficelles. Évidemment, l'important est d'attirer le chaland. Vous mettez la feuille dessus. Le gratin, les lasagnes, les gâteaux, les hachés parmentiers, ça c'est la galère. Chérie, viens m'aider. À qui c'est pas arrivé? Quand on nettoie avec la paille de fer, ça se termine souvent comme ça. Hein. Et cette année, on a sorti un nouveau produit, d'accord, puisqu'on est des inventeurs. On a inventé un sac à rôtir. Le sac à rôtir, vous mettez un poulet dedans. C'est une lame microdentée. Cette lame microdentée, elle confère à l'appareil
Et cette lame microdentée, regardez, elle vous permet d'émincer du poireau par exemple. Chose que vous ne faites pas avec un économe classique. Soyez bien attentifs car on dit toujours, ça marche avec le... Mais vous n'écoutez pas aussi, vous faites les dissiper. Hein. Au lieu de 35 €, 20 € le balai, la recharge vous ne la payez pas, c'est cadeau pour les 150 premiers clients de la foire aujourd'hui. Voilà. 20 € monsieur. C'est raté cette fois-ci, mais pour d'autres présentations de produits, pas de problème. Je vais vous montrer mon nouveau truc cette année là, comment on fait les gâteaux pour l'apéro. Regardez, on attend 3 secondes que ça refroidisse, hop, on retourne, on enlève la fourchette et c'est terminé. Et au moment de l'apéritif, je mets des olives, des petits apéricubes, ça décolle la table. Mais là je vous montre la table qui repasse sans fer, donc déjà Oui, regardez, oui, regardez. bien sûr, oui. Donc là il n'y a plus besoin, c'est la vapeur qui traverse le plateau par en dessous. Ce qu'on voulait dire, c'est le marquage de pli. La foire de Paris et ses centaines de milliers de visiteurs, un moyen de découvrir les goûts et les modes de vie d'une majorité de Français. La quinzaine du commerce équitable est ouverte dans toute la France. On parle souvent du café en provenance de producteurs d'Amérique du Sud, acheté à un tarif garanti. Coup de projecteur ce soir sur une association qui met en relation les consommateurs avec des agriculteurs de proximité. Moyennant un abonnement, des familles se font livrer une fois par semaine un panier de fruits et légumes. Laurence Decherf et Frédéric Faure. Il ne restait plus que les salades romaines à récolter avant de préparer les paniers de la semaine. Cet agriculteur bio des environs de Caen vend près de la moitié de sa production directement à une trentaine de familles citadines. La démarche, moi, m'intéresse. Ils me font confiance. Ils payent les paniers à l'avance. Et donc moi, en point de vue trésorerie, c'est beaucoup plus pratique. Été ou hiver, toujours des produits primeurs et différents dans sa brouette. Benoît s'organise pour remplir les paniers à 12 € l'unité. En plus de la salade, cette semaine... On a les derniers poireaux de la saison, des panais, de la pomme de terre Charlotte, et puis un pot de confiture, et se rajoutera encore une botte de radis et une botte de côte de bête. Moi, je dois faire à peu près 50 à 60 variétés de légumes différents. Donc, ce qui me permet d'avoir un choix assez varié. Rendez-vous hebdomadaire à Caen, où l'agriculteur assure une livraison groupée. Les familles viennent chercher leur panier dans une cave prêtée pour l'occasion. Et c'est la surprise chaque semaine. C'est la fleur, vous aviez faim ? Là, on a vraiment l'assurance de la provenance, on sait d'où les légumes viennent. Le panier garni est très pratique dans le sens où on n'a pas à se creuser la tête. On compose avec le contenu du panier et le menu de la semaine est fait. Un commerce équitable et local qui évite les intermédiaires. On a l'impression que l'argent va directement dans la poche du producteur et c'est quand même bien lui qui fait le travail et c'est lui qui mérite, quoi. Regroupés en association, les consommateurs réclament de plus en plus ce type de commerce. La demande a même dépassé l'offre. Ce système est à l'origine des pays asiatiques. Ça a fait un saut aux États-Unis, c'est arrivé en France à 90, début 2000, et ça a une forte expansion effectivement, en tout cas dans la région. 3000 familles adhérentes et 9000 paniers vendus chaque semaine en France. De quoi cuisiner en toute confiance. Sport, football, avec les bonnes habitudes prises par le Paris Saint-Germain en cette fin de saison. Cette fois, c'est au détriment des Toulousains sur leur pelouse. Paris s'est imposé 3-1. Toulouse avait ouvert le score par Mansaret. But ensuite de Lindoula, Tissé et Rotem pour Paris. Le maintien en Ligue 1 semble désormais assuré pour Paris. Toulouse redescend à la 4e place. Musique, la relève du rock anglais semble bien assurée avec le groupe Bloc Party. Ses 4 membres âgés d'une vingtaine d'années sont encore presque inconnus, mais le groupe enchante la critique et fait déjà salle comble à chacun de ses concerts. Olivier Lenuzza et Dominique Marotel les ont rencontrés, c'était à Londres. Dans le monde louche du rock se cache un petit bijou. Bloc Party, des concerts à guichets fermés partout en Europe. Leur musique est sophistiquée, ce n'est pas seulement pour les ados. Comme ici chez eux à Londres. Ça pourrait être nos potes, ils sont ordinaires. 4 copains âgés de 25 à 29 ans. 2 s'amusent dans un jardin d'enfants. Les 2 autres ne payent pas de mine. Mais une fois la porte franchie, ils se transforment. En 2005, le premier disque du groupe est désigné meilleur album de l'année. Aujourd'hui, Bloc Party découvre son nom au fronton de la Brixton Academy où ont joué les plus grands.
C'est ici que j'ai vu les meilleurs concerts de ces 10 dernières années. Même 20. Leur deuxième album est réalisé par l'un des producteurs de U2. Leurs chansons dénoncent le manque de conscience politique. Ce manque d'engagement n'est pas celui des parents, des étudiants, des plus jeunes. C'est vraiment symptomatique de notre génération. Encensés par la critique, ils demeurent un milieu de l'agitation qui les entoure. Eux vivent le rock à leur façon, gonflé à bloc. Une simple partie de plaisir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet. À 20h50, le palmarès de la chanson présenté par Nagui. Demain, 13h, Olivier Galzi. Je vous retrouve à 13h20 pour un dimanche de campagne, puis à 20h pour le journal. Belle soirée à vous.